première question que je voulais te poser, c'est finalement comment t'en es arrivé aujourd'hui à écrire sur le pardon, à animer des conférences, des ateliers, les cercles de pardon qui se développent aussi. Comment t'en es arrivé à tout ça? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait ça ne faisait pas partie des choses que moi j'avais prévu de faire. C'est en traduisant les fameux 4 accords Toltec de Miguel Ruiz que évidemment quand on traduit un bouquin comme ça on se dit ah, j'aimerais bien rencontrer le bonhomme, quoi. Et c'est en partant le rencontrer l'année d'après, en 99 au Mexique, qui va me faire vivre cette expérience de pardon que j'ai racontée un nombre incalculable de fois, qui va avoir un tel impact sur ma vie, non seulement sur le moment, hein, l'expérience même, mais dans ce qu'elle va amener comme prise de conscience et comme déploiement dans les mois et les années qui ont suivi, qu'un jour, 10 ans après quand même, hein, 2009, 99, je vais finalement me décider à raconter ce qui s'est passé pour moi au Mexique. Et puis que l'écriture de ce livre, en partageant cette expérience de pardon, va entraîner tout ce qui va suivre derrière et dont je n'avais pas prévu la plus petite partie. Donc voilà, le pardon est arrivé comme ça sur ma route, de façon d'autant plus inattendue que si tu lis les 4 accords Toltec de Miguel, il doit y avoir quoi, 3 paragraphes peut-être qui parlent du pardon. C'est pas le thème du livre. Donc j'avais rien au départ pour me dire, en partant au Mexique, la vie va me mettre sur cette aventure du pardon. Ouais. Et aujourd'hui, le pardon, c'est notamment donc des livres, mais c'est aussi des événements. Finalement, qu'est-ce qu'on vit dans un événement sur le pardon? Alors déjà, oui, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que bon, je mets 10 ans à écrire le livre, hein, et je vais être totalement honnête, au début, je l'écris en anglais, en me disant, oulala, parler de pardon en France, c'est compliqué. En anglais, aux États-Unis, ce sera plus facile. Donc voilà. Et donc, je n'avais même pas l'intention de l'écrire en français, hein. Il faut que ma chérie et que des amis autour de moi insistent en disant non, mais quand même, tu devrais faire une version. Alors, je sors une version en français. Mais aucune intention de faire des conférences ou des ateliers. Voilà, je partage un vécu personnel. Sauf que juste avant que l'ouvrage soit imprimé, une amie à Toulouse me dit dis donc, tu ne penses pas qu'il y a des gens qui auront envie de vivre la même expérience que toi? Peut-être que tu devrais faire des ateliers. Bon, je raconte ça exprès pour dire qu'au début, les premières étapes, je les ai faites un peu à reculons. Tu vois. 10 ans pour écrire le livre, je l'écris en anglais, j'hésite à en faire en français, j'hésite à faire des ateliers. Et puis cet atelier que je pensais faire de temps en temps comme ça, va rapidement susciter tellement d'intérêt juste par le bouche à oreille, sans aucune pub, que ça va me prendre l'essentiel de mon temps. Et puis à un moment, je vais à travers ça me rendre compte qu'il y a un vrai besoin chez les gens de trouver comment, moi je dis guérir les blessures du cœur. C'est comme ça que je définis le pardon. Alors il y a des gens qui sont sortis de la tradition religieuse dans laquelle ils ont grandi, que ce soit catholique, que ce soit judaïsme ou autre chose. Il y a des gens qui n'ont jamais eu accès à ça. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont là avec des vieilles haines, des vieilles rancunes, du ressentiment, des trucs jamais digérés. Comment je m'occupe de ça? Voilà. Et là, je me rends compte que le pardon, c'est la clé. Sauf que le pardon, c'est un mot, dès que tu prononces ça, oh là là, non, non, alors, les gens qui ont grandi notamment, mais beaucoup de gens aujourd'hui qui ont grandi comme moi dans la tradition chrétienne, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui est associé à des tas de choses. Donc il faut le redéfinir, il faut en donner une nouvelle compréhension en même temps qu'on en apporte une nouvelle pratique. Et donc c'est ça qui s'est mis petit à petit en place, jusqu'au moment où je me suis dit, mais moi tout seul, ça ne va pas le faire. Il y a trop de demandes, il y a trop de gens qui ont envie de ça. Et là, je fais un constat tout simple, il existe des cercles d'hommes, il y a des cercles de femmes, il y a des cercles de prière, il y a des cercles de guérison, il y a des cercles de toutes sortes aujourd'hui. Et un jour, je me dis, et si on créait des cercles de pardon? Et quand je dis ça, je me dis, ça serait sympa s'il s'en créait 2, 3, 4, 5, par-ci, par-là. Ça serait, par rapport au fait d'être tout seul, s'il y a quelques cercles de pardon, ça serait sympa. Donc je lance l'idée, et puis dès la première année, fin 2012, j'ai plus d'une trentaine de personnes, 36 de mémoire, qui viennent se former, des gens qui ont déjà fait l'atelier de base avec moi. Et puis, en l'espace de 6 ans maintenant, au moment où je te parle, il se crée plus de 200 cercles de pardon. Donc on a eu le livre, on a eu l'atelier et on a eu le cercle, plus également des
des conférences que j'anime assez régulièrement sur ce sujet-là. Et quelle est la différence du coup entre un livre sur le pardon, une conférence, un atelier, un cercle? Qu'est-ce qu'on peut y vivre et finalement à qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il y a des formats qui s'adressent à certaines personnes plus que d'autres? Alors moi, c'est vrai que je suis un vulgarisateur né et que j'ai une passion, c'est de faire en sorte de rendre les choses accessibles au plus grand nombre. Parce que je pense que dans une démocratie, c'est plus important d'avoir 100 personnes qui font un pas que d'avoir une personne qui en fait 100 ou 5 personnes qui en font 20. Il faut qu'on avance tous ensemble. Donc j'ai toujours eu à cœur de rendre les choses vraiment accessibles à tous. Donc quand j'écris Le don du pardon, je l'écris vraiment pour que ça soit un livre lisible par le plus grand nombre. Et je l'écris au départ avec une intention toute simple, c'est de partager mon vécu, partager un témoignage, et puis de terminer en donnant une manière dont chacun peut vivre ce que j'ai vécu au Mexique, comme une sorte de méditation intérieure, une douche du cœur, j'appelle ça aussi, à faire chez soi, tranquillement le soir. Au départ, c'était mon seul but, c'était juste, voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment je l'utilise depuis, et si vous avez envie, utilisez-le. Et ce qui est joli, c'est que dans les gens qui ont lu mon livre, beaucoup m'ont écrit en me disant, voilà, j'ai pratiqué ça, et voilà ce que ça a déclenché chez moi, voilà ce que ça m'a fait. Donc, même sous cette forme-là, qui est la plus, on va dire, la plus soft, je lis un livre, ensuite tranquillement j'essaye ça chez moi. Même sous cette forme-là, il y a déjà beaucoup de gens que ça a aidé, même s'il y a toujours des trucs très folkloriques, parce que moi, ce que je propose, c'est un outil pour guérir son cœur. Voilà. Mais il y a des gens qui ont lu mon bouquin, qui ont bondi sur le téléphone, qui ont commencé à demander pardon à tout le monde à droite et à gauche, des fois avec des résultats un peu surprenants. Bon, mais ça fait partie du folklore ambiant. Mais pour dire, le livre en soi, déjà, il avait vraiment une efficacité. Ensuite, la conférence, au fil des ans, elle s'est étoffée parce que entre le moment où j'écris mon livre en 2009 puis aujourd'hui, d'avoir parlé, d'avoir rencontré des gens, d'avoir eu des témoignages, d'avoir vu aussi toutes les incompréhensions que suscitait ce mot-là, ça m'a amené à écrire 2 autres livres, un qui s'appelle « J'arrête de me juger », un qui s'appelle « Peut-on tout pardonner ?» Donc aujourd'hui, dans une conférence, je vais aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce que peut signifier le pardon aujourd'hui, en 2018, au XXIe siècle, pour des gens comme nous. Qu'est-ce que signifie ce mot-là? Donc je l'ai vraiment redéfini, et c'est ce que je fais en conférence. Et puis, je dis toujours que quand on veut définir un concept, c'est bien de dire ce que c'est, mais c'est aussi super de dire ce que ça n'est pas, parce que ça pose un cadre, ça pose des limites. Et donc, j'aborde ce que j'appelle les principaux obstacles, les principaux amalgames et incompréhensions qu'il y a au niveau du pardon. Genre, le pardon, pardonner, c'est pas cautionner. Pardonner, c'est pas forcément se réconcilier. Pardonner n'implique pas forcément non plus d'oublier, etc. Et donc, petit à petit, cette notion, le pardon, qui est au début quand même assez floue, eh bien, elle va s'affiner, on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et puis, j'apporte des témoignages, parce qu'aujourd'hui, j'ai croisé quand même un paquet de gens qui ont vécu des choses très fortes autour du pardon. Et puis, j'apporte plusieurs outils en conférence, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important pour moi. J'ai la chance de transmettre un rituel de pardon aussi simple que incroyablement efficace. Mais pour moi, je trouve tout à fait normal que, de la même manière que certains se soignent avec l'allopathie, d'autres l'homéopathie, d'autres encore, je ne sais pas moi, l'aroma, la phyto, etc., je ne pars pas du principe que l'approche que je transmets sera forcément valable pour tout le monde et partout. C'est pour ça qu'on avait organisé avec mon épouse les journées du pardon, pendant 4 années de suite, où on faisait intervenir des gens avec toutes sortes de méthodes, Ho'oponopono, le pardon radical, etc., pour montrer que tout ça est au service d'une même idée, le pardon, donc la guérison des blessures du cœur. Voilà. Donc la conférence, elle permet, on va dire, d'aller beaucoup plus loin dans le côté théorique, dans la compréhension. Mais on ne va pas avoir le côté pratique. D'accord ? Au mieux, si j'ai le temps, je peux proposer une petite méditation guidée à la fin, mais on n'a pas toujours le temps pour ça. À l'inverse, si on prend maintenant le cercle de pardon, un cercle de pardon, ça dure entre 2 et 3 heures, parfois plus court dans des congrès où on me laisse très peu de temps. Le cercle, il a vraiment pour vocation de faire vivre aux gens une expérience personnelle, de leur donner un vécu de première main de qu'est-ce qui se passe quand je mets ça en pratique. Donc on va donner un petit peu de théorie, juste quelques bribes pour poser quelques repères, pour dire attention, qu'est-ce que c'est que le pardon pour nous ici? C'est différent de ce que vous avez peut-être entendu ailleurs. Et ensuite, exercice
exercice, exercice. Et en 3 étapes successives, on amène les gens tout d'un coup à toucher du doigt ce que peut être cette guérison du cœur, ce que peut être cette ouverture. Et c'est tellement court, c'est tellement simple et c'est tellement fort que c'est ce qui a fait que c'est devenu viral finalement et qu'en si peu de temps, il s'en est créé, comme je disais, plus de 200 dans une quinzaine de pays à ce jour. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu ça, qui ont vécu ça, dans un second temps, ils reviennent vers nous puis ils disent « Ok, je fais comment maintenant si moi j'ai envie de créer un cercle dans ma ville, dans mon département, dans mon pays ?» Donc la conférence plus théorique, le cercle plus pratique. Et on pourrait dire que l'atelier, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on va sur 2 jours, là, on peut à la fois donner de solides éléments théoriques, et puis on peut aller plus loin dans la pratique. Il y a un certain nombre d'exercices, il y a un certain nombre de choses qu'on fait dans un atelier qu'on n'a pas le temps de faire sur un cercle de 2 ou 3 heures. Donc ça donne 3 produits qui sont différents, l'atelier, le cercle, la conférence, mais qui ont les 3 leur utilité, leur pertinence, sachant en plus que l'atelier don du pardon, c'est le prérequis numéro 1 pour pouvoir ensuite se former à animer des cercles. Toutes les personnes qui animent des cercles aujourd'hui, elles ont fait l'atelier don du pardon, soit avec moi, soit avec une des 8 personnes qui sont formées aujourd'hui à animer cet atelier. Et aujourd'hui, avec le recul, finalement, les bienfaits de ce rituel du pardon que tu observes, que les gens ont pu observer? Alors les bienfaits, ils sont... moi je dis toujours, j'ai de la chance, je reçois toutes les semaines 3-4 mails de personnes qui ont la gentillesse de prendre un moment pour envoyer un petit mot en disant « j'ai lu votre livre » ou « j'ai vu telle vidéo » ou « j'ai fait un cercle de pardon dans tel endroit avec telle personne ». Et voilà ce qui s'est passé pour moi. Voilà ce que c'est venu guérir, voilà ce que c'est venu résoudre, ce que c'est venu réparer. Et alors avec un éventail de choses qui sont vraiment touchantes, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, hein, quand on se balade dans la rue ici à Lyon, que parmi tous les gens qu'on croise, il y a tant de gens qui portent des souffrances, des blessures, des trucs qui ressassent sans fin et qui n'arrivent pas à soigner. Voilà. Parce qu'autant on a fait des progrès spectaculaires dans la médecine physique, la médecine du corps, autant on est resté très en retard dans la médecine émotionnelle, comment guérir les blessures du cœur. Et les gens qui viennent et qui font simplement un cercle de 2 heures, pour prendre la version la plus courte, et qui là, tout d'un coup, vont trouver le moyen de poser à terre ces fardeaux, ces jugements, ces ressentiments qui leur pèsent, qui les empêchent d'avancer, etc. Il y a quelque chose qui s'allège tellement, qui s'ouvre. Il y a souvent aussi une sorte j'ai envie de dire, de reconnexion à une dimension de transcendance qui fait qu'il y a des changements non seulement au niveau du cœur, mais comme je dis souvent, le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc si je guéris le cœur, eh ben, je vais penser différemment, je vais arrêter de ressasser les mêmes trucs, puis je vais agir différemment et ça va même avoir des répercussions sur mon corps, sur ma santé. Je pourrais aligner des dizaines de témoignages de gens qui ont, avec ça, vu des changements considérables dans leur état physique, y compris une amélioration de certains types de pathologies ou de problématiques qu'ils avaient avant. Alors, je n'ai pas du tout envie de vendre un truc miracle, hein, ce n'est pas le but. Mais en même temps, je suis bien obligé de reconnaître, et aujourd'hui on a touché des milliers de personnes avec ça, que ça fait du bien, que des gens, tout d'un coup, reparlent à un de leurs enfants, reparlent à un de leurs parents ou à un collègue, arrivent enfin à se libérer de quelque chose qui leur empoisonnait l'existence. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et puis surtout, c'est quelque chose de laïque. C'est non confessionnel. Il n'y a besoin ni d'être catholique, ni d'être juif, musulman, bouddhiste ou quoi que ce soit. N'importe qui, quelle que soit sa philosophie, ses croyances, ses convictions, peut venir faire un cercle de pardon. De la même manière que n'importe qui peut aller à l'hôpital pour se faire soigner s'il est malade ou s'il a eu un accident. Ça ne nécessite l'adhésion à aucune croyance. Ça, c'est un point hyper important. Le deuxième point qui est presque aussi important, c'est que cet atelier tel que je l'ai conçu et les cercles tels que je les ai créés ne demandent pas aux participants de raconter leurs souffrances. Et ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses terribles et franchement, ils n'ont pas envie de débarquer le soir à un cercle avec 10 ou 20 personnes qu'ils ne connaissent pas, puis commencer à raconter qu'ils ont été violés ou qu'ils ont été battus ou qu'ils ont subi des choses épouvantables ou, pourquoi pas, qu'ils ont été eux-mêmes acteurs de certaines violences.
Et de se dire, il y a un chemin de guérison qui est ouvert à tout le monde et qui se fait d'une manière qui est collective, qui est plus transpersonnelle que personnelle, qui ne va pas nécessiter un grand déballage devant tout le monde. Pour des tas de gens, c'est un soulagement énorme. Dire, ok, je peux y aller, quoi. Je peux vivre ça et du coup, ben, ça amène beaucoup de gens à tenter l'expérience. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on fait du coup dans ces ateliers ou dans ces cercles? Là, on parlait de ce qu'on ne faisait pas, pour donner quelques pistes concrètes. L'atelier, j'en dis pas trop. Ce que je peux dire par contre et qui est important, c'est que j'ai voulu que ça soit un processus tout en douceur. Aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, il y a de tout. Il y a des ateliers très rentre-dedans où si tu sors de là, tu ne sais plus où tu habites, qui peuvent être, voilà, ouais, ça cogne quoi. Et il y a des approches, et en tout cas c'est le cas de celle que je propose, où on propose un chemin qui va se faire en douceur. Moi je pars du principe que les gens, ils ont déjà des fois été assez secoués comme ça par la vie. Alors, on ne va pas encore leur en rajouter là-dedans. Et de leur montrer qu'on peut faire un super joli chemin vers la guérison en douceur, par étapes, progressivement, moi ça me semble important. Donc il y a une alternance de certains éléments théoriques et puis d'exercices pratiques qui vont permettre aux gens de cheminer vers cette découverte de ce que peut être le pardon, de ce que c'est que cette douche du cœur, de ce que c'est que ce processus de guérison intérieure. Super. C'est vrai que pour avoir vécu les ateliers les 2 jours, les ateliers du pardon, je trouve qu'il y a à la fois un cadre sécurisé, il y a un cadre qui est bienveillant, laïque, ce que tu disais aussi, et avec une grande douceur qui permet d'accéder à une profondeur, à un travail vraiment profond de dénouer ces nœuds des tensions, ces fardeaux qu'on porte. Donc c'est vrai que c'est très agréable à vivre aussi. Oui, et puis une autre chose que je peux peut-être rajouter, c'est que toutes les personnes qui animent des cercles, hommes ou femmes, peu importe de quel âge, de quelle nationalité, même de quelle religion ils sont, certains d'entre eux sont peut-être psychothérapeutes dans le civil. Quand on anime un cercle, on n'est pas psy. On laisse sa casquette de psy au vestiaire, on est là pour faciliter un processus et permettre à chacun de vivre ce qu'il ou elle a besoin de vivre ce jour-là à sa mesure. Donc il n'y a pas d'interprétation sur ce que les gens vivent pas. Il y a ce cadre effectivement de bienveillance que tu mentionnes et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, une fois encore, cet outil hyper simple a connu ce développement que moi je ne lui avais jamais imaginé. Super. Et d'expérience, quand on parle du pardon, par exemple nous en conférence ou même dans des discussions, il y a beaucoup de résistance qui émerge. Je t'en parlais tout à l'heure, en France, le pardon, il y a quelque chose de très connoté derrière ça. Donc il y a plusieurs types de réactions. Il y a des gens qui disent « moi pardonner surtout pas ou « mais moi j'ai rien à pardonner » ou enfin il y a plusieurs formes de résistance. J'ai quand même l'impression au fond que le pardon finalement est quand même bénéfique à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis pour aller sur ces thématiques du pardon, sur ce processus, sur cette expérience. Oui, mais effectivement, on est dans une culture, il y a des mots dont on a hérité comme ça en grandissant, pardon, amour, liberté, vérité. On met quoi derrière ces mots-là? Alors il y a des gens qui ont dit le pardon c'est un truc complètement has-been, c'est un vieux truc culpabilisant des religions, on n'en a plus besoin, et qu'on cru pouvoir s'en débarrasser. Moi je ne pense pas qu'on peut faire ça. Je crois que ça fait vraiment partie de notre culture, au-delà des religions. Et je pense par contre qu'on a peut-être l'obligation à chaque génération de se réapproprier certains mots. De se dire, attends, ce mot-là, pour moi, aujourd'hui, il veut dire quoi? Qu'est-ce que je mets derrière? Et d'avancer dans sa compréhension et d'avancer dans sa mise en pratique. Moi, j'aime bien citer cette phrase de Nietzsche, fin du 19e, il fallait quand même être culotté. Tout d'un coup, Nietzsche balance Dieu est mort. T'imagines, j'entends dans la culture de l'époque, c'était énorme. Mais c'est aussi parce que Nietzsche va dire ça, c'est-à-dire le petit vieux là avec sa barbe blanche, son carnet, son crayon, puis qui passe son temps à noter nos erreurs, nos péchés, nos bêtises, c'est fini ça. Voilà. Et c'est parce que ce Dieu-là, symboliquement parlant, va mourir, qu'on va voir dans le siècle qui va suivre une redéfinition de ce que signifie le divin, qui fait qu'aujourd'hui, une majorité de gens, si tu leur poses la question dans la rue, n'ont plus du tout la compréhension du divin qu'il y avait il y a 50 ou il y a 100 ans. Moi, j'ai envie de dire d'une certaine manière, le pardon est mort, vive le pardon.
Il y a une certaine manière de comprendre le pardon avec laquelle je suis le premier à dire ça, moi non merci, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas, ni d'un point de vue philosophique, ni d'un point de vue spirituel, ni dans la pratique, ni dans rien. Voilà. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'on enlève une certaine définition, d'accord, mais qu'on retrouve du sens. Et quand je dis, je l'ai dit plusieurs fois déjà là dans cette interview, quand je dis, moi j'aime parler du pardon simplement comme la guérison des blessures du cœur. Pourquoi? Mais parce que comme gamin, on a tous pris des gamelles, on s'est tous blessés, on sait qu'on peut cicatriser un bobo plus ou moins grave, peut-être même une jambe cassée, etc. De dire aux gens, ben, le cœur aussi, il a des blessures, et ces blessures, on peut aussi les cicatriser. Et le pardon tel qu'on le met en œuvre là, eh bien, c'est probablement le plus court chemin pour arriver à cette guérison-là. Voilà. Super. Et moi, j'ai l'impression que le pardon, il y a donc ce mot qui est en train de se redéfinir, notamment avec le travail que tu fais. Il y a cette expérience qui devient accessible aussi avec ce rituel, ce processus. Et j'ai l'impression que c'est une étape vers la rencontre avec l'autre, vers la rencontre aussi avec soi-même, dans un espace paisible, j'allais dire, qui est plus blessé. J'ai l'impression que c'est là où le pardon nous emmène. Je ne sais pas, toi, la représentation que tu as de ce chemin, de là où le pardon nous emmène, individuellement et collectivement. C'est assez juste ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on a le cœur blessé, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Donc on a une carapace plus ou moins épaisse, on a des mécanismes de défense, on a un mental qu'on affûte pour essayer d'éviter qu'on vienne nous toucher là où ça fait mal. Soit dit en passant, si on lit le deuxième livre de Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour, de quoi il nous parle? Il nous parle de ça. Il dit si on pouvait voir le corps émotionnel des gens, on verrait des blessures, des brûlures de la tête aux pieds. Donc moi je viens, j'ai envie de te caresser, puis toi tu sautes au plafond parce que je viens juste de toucher dans un endroit où c'est très irrité. Donc tant qu'on a le cœur blessé, les relations avec tout le monde sont compliquées, y compris avec ceux qu'on aime, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire avec son chéri, sa chérie, avec ses enfants, parce que les choses viennent nous faire réagir, et même dans notre relation à nous-mêmes. À partir du moment où progressivement on va arriver à faire cette guérison du cœur, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est que tout d'un coup les relations sont différentes. On peut laisser tomber l'armure, on peut laisser tomber la carapace, on peut être de plus en plus dans une relation cœur à cœur et même j'ai envie de dire âme à âme avec l'autre. Parce que ce qu'il y a de beau pour moi et qui me donne tellement d'enthousiasme à faire ce que je fais, c'est qu'au-delà de la guérison du cœur, les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils touchent une dimension de transcendance. C'est-à-dire que quand on parle d'amour inconditionnel, ok, c'est beau, c'est mignon, c'est joli dans un livre, mais quand tu le vis dans un cercle avec 15 personnes que tu ne connaissais pas 2 heures avant, quand dans leur regard, quand dans la rencontre, à un moment tu dis « Waouh, l'humain c'est ça, c'est beau comme ça ». Mais c'est quelque chose que tu ne peux jamais oublier. Alors bien sûr que le lendemain, tu vas te friter avec un collègue au bureau, puis que tu trouveras que machin dans la rue, il a une tronche pas possible. Voilà, mais tu auras entrevu ça et tu sauras vers quoi tu as envie de cheminer derrière. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me semble énorme. Quand on guérit son cœur, c'est progressivement la relation à tout qui va changer. Or, la vie humaine, on oublie de le dire, mais la chose la plus importante dans une vie humaine, c'est nos relations. Je peux avoir un salaire de ministre, je peux avoir une grosse maison, piscine, grosse bagnole, tout ça. Si mes relations sont pourries, ma vie, elle est pourrie. La réalité, c'est ça. À l'inverse, je peux avoir des moyens tout à fait modestes, mais j'ai un cercle de relations dans ma famille, avec mes amis, etc., mais qui est tellement nourrissant que je suis profondément heureux, comblé, dans la joie. Quand tu interroges des gens qui sont à 2 doigts de mourir sur ce qu'ils regrettent, ils ne regrettent pas le million qu'ils n'ont pas eu sur leur compte en banque. Ils regrettent de ne plus avoir parlé à tel de leurs proches. La plupart des souffrances qui restent à la fin de la vie concernent nos relations. Et voilà, je disais tout à l'heure, le cœur est entre la tête et les mains. On peut faire de la pensée positive tant qu'on veut, on peut faire des pratiques physiques tant qu'on veut. Si entre deux, le cœur, il est coincé, il est fermé, il est malade, il a des abcès, des croûtes, etc., ça ne va pas le faire. C'est pour ça que, et vraiment ce n'était pas dans mes projets, hein, mais la vie m'a progressivement amené là, avec la rencontre avec Marshall Rosenberg, dont j'ai publié le livre en français, avec Miguel Ruiz, avec d'autres auteurs. C'est un moment de dire, mais guérir le cœur de l'humanité, guérir le cœur des hommes et des femmes aujourd'hui, c'est probablement ce qui est le plus important. Parce que quand tu lis un journal le matin,
de quoi t'entends parler? D'êtres humains qui ne s'entendent pas. Sauf que tu ne le vois pas, parce qu'un coup on te parle d'économie, un coup on te parle d'écologie, un coup on te parle de politique, un coup on te parle de relations internationales. Mais tu oublies que derrière tout ça, c'est juste des êtres humains, des hommes, des femmes, comme toi et moi, et qui, parce qu'il y a des tas de choses non réglées à l'intérieur, vont extérioriser ces problématiques dans leur couple ou dans leur entreprise, ou s'ils sont présidents d'un pays, ça peut prendre des proportions beaucoup plus grandes. Donc moi, c'est ce qui me fait dire, et je le dis souvent à la fin de mes conférences, je dis, je pense que le grand chantier du XXIe siècle, c'est la guérison du cœur. Et en m'empressant d'ajouter qu'il faut y faire participer tout ce qui existe aujourd'hui, que ce soit la communication non violente, que ce soit les accords Toltec, que ce soit Byron Katie, que ce soit... J'entends, on a une multitude d'outils, de thérapies. Mettons tout ça à profit, que chacun trouve là-dedans quelque chose avec lequel faire un bout de chemin. Super. Là. Et pour terminer, on parlait tout à l'heure un peu finalement des bienfaits de cette guérison du cœur. Tu parlais de santé au niveau du corps, tu parlais aussi intellectuellement, sûrement comme un brouillard qui se dissipe ou une plus grande clarté. On parlait des bénéfices, des bienfaits également dans les relations. Est-ce que toi, avec le recul, il y a des témoignages ou il y a des anecdotes marquantes sur des choses qui ont pu se passer suite à cette guérison du cœur? Alors oui, moi j'en ai un certain nombre. Les intervenants que j'ai rencontrés au fil des ans en ont aussi. D'abord, pour donner un élément tout à fait factuel, pour les gens qui sont très rationnels, qui ont besoin de chiffres, de trucs carrés, aux États-Unis, le docteur Fred Luskin est un peu monsieur pardon à l'université de Stanford. Donc lui, vraiment, il étudie le pardon à coup d'études, de statistiques, de recherches, etc. Et une des choses qu'il dit, chiffre à l'appui, c'est que les gens qui n'arrivent pas à pardonner, et on dit ça sans aucun reproche, simplement un constat, vont être enclins à développer tout un tas de pathologies digestives, pathologies musculaires, problèmes de dos, et également un certain éventail de cancers, à force de garder rancune, tu gardes les trucs dedans, à un moment, ça somatise, tu vois. Et en moyenne, il dit que les gens qui n'arrivent pas à pardonner ont une espérance de vie qui est diminuée d'à peu près 5 ans, par rapport à ceux qui arrivent. Donc quand je dis dans mes ateliers, dans les cercles et partout, je dis le pardon, c'est d'abord, avant tout, un cadeau que vous vous faites à vous-même. J'entends, si je me blesse, si on m'agresse dans la rue, ou si je vais me soigner à l'hôpital, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour mon agresseur. Eh bien, si j'étais blessé dans le cœur, le pardon que je vais apprendre à développer, c'est pour guérir mes blessures. Alors après, si derrière, ça me permet aussi de faire du bien à mon entourage et aux autres, et pourquoi pas un jour même à mon agresseur, tant mieux. Mais au départ, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Mais j'ai des gens qui m'ont écrit. Alors, on n'a pas été faire des recherches en laboratoire et en hôpital derrière, mais des gens qui m'ont témoigné de situations de pathologies physiques, tu vois, de longue date, et puis qui viennent faire un atelier de pardon juste pour le pardon, et puis qui dans les jours ou les semaines derrière disent « c'est incroyable, j'ai cessé d'avoir mal là, j'ai ça qui a changé, j'ai ça qui s'est transformé ». Moi j'avais vécu comme ça une situation assez jolie il y a au moins 6 ou 7 ans à Nantes, et il y avait un participant qui revenait faire l'atelier une deuxième fois, et qui essayait de régler quelque chose qui lui était arrivé en gros 25 ans plus tôt. Tout jeune dans la vie, il se prend coup sur coup une rupture dans des conditions catastrophiques avec sa première copine et une situation de harcèlement dans le premier job qu'il va avoir. Et il va être tellement impacté par ça que c'est un homme, quand je le rencontre, qui a un peu tout le temps une tête triste et puis qui a toujours 1 ou 2 couches de vêtements de plus que tout le monde parce qu'il a tout le temps froid. Voilà. Et là, il revient la deuxième fois et il décide qu'il veut arriver à régler ce qui s'est passé avec ce patron-là et avec cette copine-là. Puis il ne nous dit rien de tout ça. Nous, on l'apprend tout à la fin de l'atelier. Et à la fin de l'atelier, il nous raconte ça. Alors non seulement il a une espèce de banane, il a le visage illuminé, mais il nous dit « mais j'ai chaud !» Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'était ouvert, qui s'était débloqué à l'intérieur. Et enfin, ça recirculait, ça bougeait. Alors après, c'est des expériences qui varient selon chaque personne et selon ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, une des choses pour moi les plus essentielles dans ce travail-là, c'est de se réconcilier avec soi. Parce que s'il y a une chose, moi, qui m'hallucine, c'est de me rendre compte le nombre d'entre nous qui sont dans le jugement de soi, les reproches, la détestation, la critique permanente.
je suis trop nul, de toute façon j'y arriverai pas, et puis si, et puis je suis pas bon en sport, puis je suis pas bon en maths, et puis je suis un mauvais père, puis je suis une... Waouh! Non mais c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour élever des enfants qui vont intégrer depuis tout petit à travers leurs parents, leurs adultes, les profs et tout le monde, autant de critiques, autant de jugements à l'intérieur. Il y a une espèce de juge intérieur qui arrête jamais 24 heures sur 24. Et le jour où tu arrives à transformer ça, le jour où tu arrives à ce pardon à soi-même et à cette réconciliation avec soi-même en disant, voilà, je suis comme je suis. Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas le dernier des ratés non plus. J'avance, je chemine, des fois je me plante, je fais des conneries. Même avec les meilleures intentions du monde, des fois je fais des bourdes, mais c'est pas croyable. Et à un moment d'être en paix avec ça, et d'être bien avec ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le jour où tu arrives à ce pardon à soi, où tu arrives à cette réconciliation avec toi, mais toutes tes relations changent parce que c'est la clé de voûte de l'édifice. Le jour où on arrête de se juger, de se critiquer, de se harceler, mais quand les gens nous racontent leurs bourdes, leurs gaffes, au boulot, en famille, ailleurs, mais on a une marge d'acceptation, de compréhension, d'empathie, de compassion avec les autres qui grandit proportionnellement.